Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Salut à tous les amis, bienvenue dans Pilote Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sport aérien. J'ai avec moi un pilote de rallye aérien. Comment vas-tu, Charles ? Très bien, et toi Nicolas ? Ça va très très bien. Alors comme je le disais, tu fais du rallye aérien et ça tombe bien parce que du coup l'émission d'avant on parlait de voltige, donc on est un petit peu dans le contexte du sport aérien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es et puis après on commencera l'interview, c'est un peu la coutume chez nous, chez Pilote Podcast. Très bien, ça marche. Du coup je m'appelle Charles, j'ai 42 ans. Ouais. Donc j'habite Reims depuis pas loin de 20 ans maintenant, où j'exerce le métier de contrôleur aérien. Oui. Comme d'autres. Comme d'autres qui sont venus également sur l'antenne. Exactement. Et donc voilà, et puis une de mes passions, comme toi, c'est de voler dans des petits avions. Ouais, c'est ça. On va parler de toi un peu plus pour commencer. Alors l'interview, elle se prépare. Il y a deux parties. On va parler de toi dans la première partie, tes sensations de vol, comment tu pilotes, comment t'en es venu là. Et puis ensuite, on viendra un peu plus au vif du sujet de pilote de rallye aérien, pardon. Comment toi, donc tu es pilote, depuis combien de temps déjà tu es pilote? Et peut-être même avant ça, tiens d'ailleurs, comment t'es tombé dans la marmite? Franchement, tomber dans la marmite, je me souviens même plus. Je pense que c'est même jusqu'à ce que mes souvenirs remontent, j'ai toujours voulu voler, piloter des avions. C'est vraiment mon rêve de gamin, comme d'autres gens, je pense. Ouais. Et j'ai commencé par l'aéromodélisme quand j'avais 6-8 ans, donc j'en ai fait pas mal. J'en fais toujours un petit peu quand j'ai le temps. Ouais. Et puis après, j'ai vraiment essayé. J'avais un oncle qui était pilote privé aussi, donc il m'a emmené voler quand j'étais gamin. Et ce vol, c'est marrant, je m'en souviens encore très très bien. C'est vrai. Et oui, je devais avoir 8-9 ans. Et depuis ce jour-là, mon objectif, c'était, je voulais vraiment voler comme lui. Et puis petit à petit, j'y suis venu gentiment pour passer mon brevet. Donc maintenant, il y a 21 ans, je crois, un truc comme ça. Alors comment t'es venu, comment ça a été pris par ton entourage, par exemple ? Alors, la passion, très bien. Après, le fait de voler, ma mère n'était pas du tout rassurée. Donc, il a fallu. Mes parents ont beaucoup testé ma motivation. Ouais. Donc, j'ai payé mes premières heures de vol en bossant, en faisant des petits boulots pendant les vacances, les week-ends, trucs comme ça. Et quand ils ont vu que j'étais mordu, là, ils m'ont soutenu. Là, ils t'ont laissé faire. Voilà. Alors, il y a une deuxième tradition chez Pilote Podcast. On demande, c'est pas discriminatoire, hein, c'est juste à titre informatif et pour le clin d'œil. On demande les heures de vol qu'a notre invité au moment où il fait l'interview. Franchement, en réalité, je sais pas vraiment. J'ai fait beaucoup. Pour de vrai, je dois avoir dans les 700-800 heures, un truc comme ça. Ouais, une moyenne. Mais une moyenne, à peu près ça. J'ai fait pas mal d'heures, on en parlera après, comme navigateur, où j'ai pas forcément tout logué, mais voilà. Alors, depuis, tu m'as dit, ça fait combien de temps que tu voles ? Je crois que j'ai passé mon PPL en 2004, donc 21 ans. Ça fait déjà un sacré paquet. Quelle place tu donnes à l'aviation, on va dire amateur de loisirs dans ton quotidien? Parce que comme tu viens de le dire, t'es contrôleur en plus, donc ça prend. Mais juste l'aviation, passion, loisir, ça va. Alors, c'est très variable. On en parlera tout à l'heure, mais les années où je suis très pris par la compétition, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais j'essaye de garder un contact avec l'aéroclub. Je tiens beaucoup moi à ce contact humain entre les différents membres du club, les rencontres qu'on peut faire. Donc j'essaye au maximum de me rendre disponible pour participer à la vie du club, voler quand c'est possible. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de m'oublier un petit peu sur les vols plaisir, et ils sont importants ceux-là aussi. Et tu arrives avec, c'est souvent un sujet de, pas forcément de discorde, mais à faire une différenciation entre la famille et le vol loisir, passion et même pro. Oui, sans problème. Après, ça fait un peu partie du package. Ma femme qui a aussi passé son PPL, elle pilote aussi. Donc, t'as réussi à la convaincre. Après, elle est contrôleur comme moi, donc c'était dans la formation, elle l'a fait aussi. Mais du coup, elle aime bien voler de temps en temps. Et puis c'est vrai que les vrais vols plaisir maintenant, c'est quand j'emmène mes enfants, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez cool d'emmener ses enfants d'ailleurs. C'est vrai. Puis de voler en famille du coup, vu que vous êtes deux PPL. Exactement. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de tes sensations en vol? C'est pareil, c'est un peu une question qu'on pose à chaque invité. Je prends pour exemple, moi, mon exemple personnel où à chaque fois, ça me permet de me détacher du quotidien. Une fois que t'es en l'air, t'as plus de téléphone, donc t'es peinard. Quelles sont toi tes sensations une fois que t'es en vol?
Ouais, c'est un petit peu comme toi, c'est une sensation de liberté, je dirais, en premier, et effectivement, on pense à rien d'autre. Et ce qui est très bizarre, c'est que cette sensation, on l'oublie un peu, et puis dès qu'on remonte en avion, à l'hiver, on va pas trop voler, on fait d'autres choses, et puis hop, on reprend l'avion une fois. Puis le seul truc qu'on fait une fois qu'on a posé, c'est on a envie d'y retourner tout de suite. Ouais. Moi, ça me fait ça à chaque fois. Donc c'est cette sensation vraiment de liberté, d'avoir, on est un peu seul au final avec son avion, et puis c'est bête, mais quand on le tourne, on tourne avec. Enfin voilà, c'est assez physique un petit peu. Hein. C'est vrai. Et puis il y a aussi le paysage, évidemment. Hein, c'est quand même le point de vue qu'on peut avoir en l'air. Hein, c'est vraiment magique. Tiens, si tu me permets, je refais un petit lien avec une émission précédente sur les contrôleurs aériens. Tiens, j'en profite. Est-ce que toi, ta formation de PPL et après ce dont on va parler, le rallye aérien, ça a eu une incidence sur ton boulot de contrôleur aérien? Je sais pas si ça en a vraiment, parce qu'on fait du contrôle en route, mais on a quand même, toujours derrière ce côté. Il y a un petit côté affectif avec les pilotes, on va pas se mentir. Peut-être parce qu'on les envie un petit peu aussi. Hein, ils font un métier aussi très, très, très sympa, mais on n'est pas à plaindre non plus. Il y a beaucoup de points communs. Mais ça te permet peut-être de comprendre aussi un peu mieux les choses, certaines situations aussi. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Et puis le lien avec le club pour d'autres fonctions qu'on peut occuper en salle de contrôle, en route. Voilà, quand il y a des recherches, des choses comme ça, quand on est sensibilisé au vol loisir, c'est quand même un atout. Ok. Allez, avant d'attaquer le vif du sujet, une anecdote. C'est aussi une tradition. Il y a beaucoup de traditions finalement dans ce podcast. Une anecdote, on va dire juste. Alors, sans, je te redemanderai une pour le rallye aérien. Juste une anecdote pilote privé là que tu aurais en tête, un truc sympa. Ou ça peut être aussi un truc négatif. Hein. On n'en a pas encore eu, mais un truc qui te serait arrivé et qui t'a marqué. Je vais pas raconter un truc négatif, un vol sympa. Non, alors du coup, c'est un peu un trait de caractère. Je suis très tête en l'air pour les trucs qui m'intéressent peu. Oui. Et donc, une année, j'oublie souvent des choses. Et donc, un truc rigolo que j'ai pu oublier. J'ai oublié une fois le carnet de route dans la pompe à essence à 2 heures de vol du club. Et je m'en suis rendu compte vraiment tard. Donc, le lendemain. Donc, voilà, c'est le genre de petits trucs. J'étais assez connu pour ça. Ça n'a pas surpris ton grand monde. Tête en l'air, en fait. Un petit peu. Je suis assez sélectif, on va dire. Donc, je fais pas attention. Ok, bon, allez, c'est parti. Cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet, le rallye aérien. Alors moi, c'est une section, pour être complètement honnête avec toi, que je connais un peu moins et avec laquelle j'ai un peu moins de facilité, par exemple, que la voltige qu'on a reçue dernièrement. Donc du coup, je compte vraiment sur tes réponses pour m'éclairer. Allez, la première question, c'est si on parle de rallye aérien, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du truc, la base, ce qu'est le rallye aérien à proprement parler? Alors, le rallye aérien, ce n'est rien d'autre que de la navigation de précision qui est accessible à n'importe quel pilote PPL et où on va rajouter le petit truc sympa. Donc c'est comme une course d'orientation qu'on peut faire à pied. Okay. Donc on va chercher un peu plus de précision que sur un vol classique, mais on va en plus chercher des photos. Il y a un côté ludique. Voilà, un peu comme une course d'orientation en avion, on va chercher de la précision. Voilà. Ok. Alors comment que ça se passe concrètement? Il y a des points de passage, il y a des endroits photographiés, il y a comment explique-nous un petit peu comment que ça s'organise. Alors en gros, on connaît notre parcours une demi-heure avant. Ok. On doit tracer la navigation dans l'avion pendant cette demi-heure, donc on ne sait pas où on va aller avant. Ok. Et une fois qu'on a ce tracé, on doit survoler des points de passage avec, en gros, on va donner une vitesse sol théorique et on va nous calculer des points de passage GPS et on doit les passer à la seconde près. Ah oui. Donc c'est ça la précision. On va chercher 2 secondes de précision autour des points. D'accord. Et en plus de ça, on doit faire de l'observation, donc de photos en route. Donc sur le parcours, il y a quelqu'un qui est allé en avion avant nous et qui a pris des photos. Il nous les donne, on ne sait pas où elles sont et on doit dire où on les a vues. On doit les retrouver. Voilà. Et pour chaque point tournant, si on a une photo qui nous est donnée, le petit truc sympa, c'est qu'elle n'est pas forcément juste. Voilà. Ouais, en plus vous êtes sadique. Mais alors, il y a ce côté un peu. Comment vous vérifiez les points de passage aux 2 secondes près sur le passage? C'est une bonne question. En fait, on a un petit enregistreur GPS dans l'avion, okay. Un petit mouchard qui enregistre tout. Voilà. Et du coup, après, on délogue avec un ordi et puis voilà. Ok, ouais, donc on peut pas dire si, moi je suis passé. Et non. Non, on peut pas. Ok. Quelle qualité
pour toi sont inévitables à avoir pour faire du rallye aérien? Et la deuxième partie de la question, c'est quelle qualité ça va développer cette capacité à être dans ce sport? Alors, je dirais la première, c'est avoir peut-être envie de toujours progresser, de découvrir de nouvelles choses. Ouais. C'est-à-dire que découvrir potentiellement une autre façon de voler. En deux, je dirais le travail en équipage, parce qu'on travaille vraiment à deux dans l'avion, donc ça met plusieurs années avant de s'organiser dans un équipage pour être vraiment performant. Ouais. Mais on va pas forcément chercher de la performance, c'est-à-dire que on parlera de compétitions internationales, de choses comme ça, mais à la base, il y a plein de gens qui en font juste pour sortir du tour de piste, faire autre chose, aussi faire des rencontres autour des vols de navigation. Ouais. Et donc c'est ça que ça va développer. Pas aujourd'hui, et c'est encore plus vrai maintenant où on apprend tous à voler, on vole tous avec des GPS, des tablettes. Ouais. Là, on retourne vraiment à la jeunesse du truc. À la base. On a une carte, c'est même une carte routière sur laquelle on navigue une 200 000 Michelin. Ah oui, Ouais. donc on n'a même pas sa carte pour les Alors, plus techniques au ACI. Tu l'as en plus pour tout ce qui Ok. est information érotique dont tu as besoin pour voler. Ok. Mais pour la précision navigation, on vole sur une échelle 200 000. Donc on va chercher vraiment de la navigation de précision, donc on navigue avec des nouveaux repères. Donc c'est même une autre façon de naviguer. Pour quelqu'un qui a passé son brevet de pilote, on va un petit peu plus loin et voilà, on retourne vraiment un peu à la jeunesse du truc. Ça date, je crois que c'est les pilotes militaires polonais qui ont créé cette discipline il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. C'était vraiment issu, les pilotes de reconnaissance, qui partaient juste avec leur carte et qui devaient savoir où ils étaient et à l'heure. Ouais. Alors du coup, quand tu parles de précision, un petit exemple concret, ça veut dire que par exemple, donc tu me dis qu'il faut être à un point de passage assez précis à 2 secondes près. Ça veut dire que quand tu calcules ton taux de montée, il faut que tu sois relativement, même très précis, puisque selon ton taux de montée qui peut prendre plus ou moins de temps, tu peux te retrouver avec un décalage au niveau du point de passage. Alors c'est pas faux, donc ce qu'on fait déjà, la navigation, l'épreuve ne commence jamais au décollage. Ok. On a toujours un point de départ donc pour cette histoire de montée, mais effectivement là tu as raison, c'est que quand on est sur des navigations où il y a du relief, Ouais. les branches en montée, si on les anticipe pas, effectivement, on est en Tu peux te retard. retrouver en retard. Donc le principe, c'est de toujours, et donc du coup on vole avec une vitesse sol. Donc si on est sur une branche en montée, on va aller essayer d'aller un petit peu plus vite pour garder toujours ces 70 nœuds de vitesse sol et qu'on repère en fait toutes les minutes. Toutes les minutes minimum, on vérifie, dès qu'on voit un repère, on vérifie qu'on est à l'heure, plus ou moins 10 secondes et on se recale. Et alors, à contrario, si on est en avance avec un vent dans le dos, par exemple, on peut être amené à freiner son avion Voilà. pour être... À se mettre en montée, à tourner un petit peu. Donc, Ouais. dans le règlement, on a le droit de s'écarter de la route autant qu'on veut. Par contre, il ne faut pas faire demi-tour. En gros, il faut toujours que ta trajectoire soit vers l'avant par rapport au point suivant. Voilà. Tiens, alors c'est intéressant, parle-nous un peu des points clés, on va dire, du règlement, des choses comme... on va pas rentrer dans les petites lignes, mais s'il y a quelques éléments assez intéressants à retenir sur le règlement du rallye aérien, par exemple. Ce qui compte, donc déjà, on part avec 0 point de pénalité et à chaque erreur, on prend des pénalités. Donc c'est celui Ok. qui a le moins de pénalités à la fin qui gagne. Qui gagne, ouais. Et donc à chaque heure, donc toutes les secondes d'écart sur les points tournants, tu vas prendre des pénalités, des choses comme ça. Donc en fait, on va chercher à optimiser le nombre de pénalités qu'on va prendre à la fin, Ouais. évidemment. Et les photos, ça vient plutôt dans un deuxième temps parce que la base, c'est de voler sur le trait parce que les photos, elles sont prises plus ou moins 300 mètres du trait, D'accord. du track. Donc 300 mètres, c'est quand même relativement peu. Donc il faut vraiment voler sur le trait. C'est le premier truc à savoir faire. Ok. C'est ouvert à tout le monde, tu nous disais, où il faut être au minimum breveté, ou par exemple en cours de formation, c'est possible? Alors en cours de formation, c'est tout à fait possible. Au niveau de la fédération, il y a plusieurs niveaux de compétition. Ok. Il y a beaucoup d'initiations qui sont organisées, alors soit par les aéroclubs directement pour leurs membres ou par les comités régionaux pour la région. Et après, il y a des compétitions nationales et puis après internationales. Donc pour les compétitions régionales, là, c'est vraiment ouvert à tout le monde et il est tout à fait possible de participer
sans être breveté, mais du coup là c'est en place droite comme navigateur, voilà, pas pilote en fonction, pas commandant de bord, mais par contre, alors pour les compétitions fédérales, en fait, même quelqu'un qui ne vole pas peut être navigateur. Il faut juste avoir un certificat médical et surtout une licence fédérale, et c'est tout. À jour pour des questions d'assurance, etc. Exactement. Ok. Alors on va faire un petit point, sur les entraînements. Une question que j'ai à chaque fois, tu sais, j'ai pour principe d'expliquer à un public neutre, on va dire, qui est inconnu, l'invité que je vais avoir, et j'aime bien recueillir une question de ces gens-là parce que du coup elle est complètement neutre et pas influencée. Plusieurs questions qui sont venues, c'est sur les entraînements. Est-ce qu'on peut s'entraîner tout le long de l'année à ce sport, et de quelle façon on peut s'entraîner, par exemple? Alors oui, sans aucun problème. Alors on peut déjà récupérer, maintenant en France il y a une banque de données de navigation qui est disponible, qui est quand même assez conséquente. Donc c'est quand même assez facile de trouver des navigations qui sont déjà préparées pas très loin de chez soi. Donc j'invite à tous les gens qui sont intéressés à aller sur le site de la FFA. Dans l'onglet sport aérien, il y a vraiment les premiers outils de base, des navigations, s'entraîner. Et sinon, tout simplement, moi ça m'est arrivé plein de fois, je prends une carte, on trace 4 points autour du terrain, et même quand on est... Le petit challenge aussi, c'est que même à 10 minutes de vol, on peut se perdre, et même quand on est, c'est pas mon cas mais j'en connais, même quand on est instructeur et qu'on fait 300-400 heures par an sur le même terrain, on peut se perdre aussi à 10 minutes du terrain en rallye. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a une structure pour travailler, pour s'entraîner. Tu vois, bêtement peut-être me vient à l'idée, est-ce qu'on peut s'entraîner en binôme, par exemple avec un instructeur entre guillemets, ou avec quelqu'un qui maîtrise déjà le rallye aérien, tu vois? Quels sont les éléments qui peuvent venir nous aider à... Alors, bien sûr, donc le plus simple évidemment, c'est d'avoir au sein soit dans son entourage proche, soit au sein de son aéroclub, quelqu'un qui pratique la discipline et qui du coup peut accompagner sur l'explication sur la préparation aussi des navigations. Moi par exemple au club, je vais prêter des loggers, des choses comme ça, j'aide les gens à déloguer leur nav, des choses comme ça. Mais sinon, il faut juste s'inscrire à une initiation qui est organisée par la fédération. Le plus simple, c'est ça, puisque du coup il y a tout le cadre fédéral et tout l'accompagnement qui va avec. Et sur les rallyes régionaux notamment, il y a toute une phase où on va vraiment prendre le temps d'expliquer la discipline, de ne pas envoyer les gens dans la nature comme ça. Donc le plus simple comme point de départ, c'est celui-là. Et puis après, une fois qu'on a fait son initiation, il y a les championnats interrégionaux. Donc il y en a à peu près 5 en France. Donc en gros, une par grand cras, quoi. Et j'imagine il y a des catégories où on va pas mettre un débutant avec des gens qui sont très expérimentés. Exactement. Donc sur le rallye aérien, pour l'instant en France, on a 2 catégories. Donc, il y en a moins qu'en voltige, même beaucoup moins. On est sur honneur et élite. Donc voilà, et donc c'est assez simple pour passer d'une catégorie à l'autre. Il faut juste être dans les 2 premiers en honneur en passant d'élite. Ok, donc c'est réellement ouvert à tout le monde. Voilà. Donc... Ça nécessite quand même un minimum d'entraînement avant de se présenter. On peut pas arriver le jour J et se dire je tente le coup pour... Sur un interrégional, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il existe les championnats régionaux qui sont vraiment orientés initiation. Mais il faut garder en tête quand même que ça reste accessible à n'importe quel pilote d'aéroclub. C'est le but, ça reste un vol VFR classique. Et ce qui est intéressant et important de souligner, c'est que quel que soit son niveau d'expérience, en fait, quelqu'un qui ne connaît pas la discipline, c'est vraiment remis à zéro. Donc, tu vas trouver des pilotes de chasse qui ont des milliers d'heures de vol, des pilotes de ligne, et un pilote d'aéroclub qui a 45 heures, au départ, ils sont au même niveau. Ouais, ok. Est-ce que tu as des chiffres un petit peu pour nous donner un ordre d'idée, avoir une idée un peu de ce que représente le rallye aérien au sein peut-être de la FFA ou du milieu aérien, tu vois? Pas des chiffres précis si tu les as, mais avoir un ordre d'idée. Alors moi, ce que je connais, il faut savoir, il y a des choses, il y a des régions ou des clubs qui vont organiser des rallyes un petit peu plus, on va dire, ludiques. Mais quand on parle du coup de rallye aérien, sport aérien, encadré par la Fédé, là, je dirais qu'il y a au niveau interrégional, une 50aine d'équipages. Sur les rallyes régionaux, je ne sais pas trop. Je dirais une centaine totale peut-être qui font en France sur l'année. Donc c'est relativement peu. Mais bon, on progresse. C'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé. Là, on est sur... avant, on était 30.
C'est ce que j'allais dire, c'est un sport qui est en croissance, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus au final. Oui, voilà. Après, le problème de cette discipline, ça reste un peu le ticket d'entrée. Il y a quand même une phase où faut assimiler un petit peu toutes les contraintes de la discipline, la préparation. Et donc, je vais quand même le citer. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle discipline là, qui existe depuis 2 ans, qui s'appelle l'ANR, et qui a un accès quand même. Donc là, c'est juste de la navigation. Il faut voler dans un couloir précis. Il n'y a pas de la partie observation photo, ni préparation de cartes. Mais c'est plus accessible en tout cas comme premier pas pour faire de la navigation de précision, je dirais. Voilà, parce qu'en gros, c'est ça la discipline. Pour quelqu'un qui a pas forcément le temps de se pencher sur la méthode. Alors, si on récapitule et qu'on fait un petit peu le jeu des différences entre le rallye aérien et l'ANR. Donc l'ANR, c'est une navigation dans un couloir sans point de passage, c'est ça en gros, il faut s'écarter le moins du couloir, c'est ça? Voilà, exactement. Donc il y a un couloir, il faut rester dans le couloir et on prend des pénalités quand on n'est pas dans le couloir. Donc les couloirs sont assez petits, en général c'est donc 0,5 nautique, donc 900 mètres, donc c'est pas beaucoup. Et la petite particularité, c'est que les points tournants ne sont pas au-dessus de points forcément caractéristiques au sol. Donc, ça peut être au milieu de l'eau, ça peut être Ouais, d'accord, ok. Et je cite quand même, il y a un troisième sport aérien de navigation qui est le pilotage de précision. Donc là, ça ressemble beaucoup au rallye aérien, mais en solo, pas en équipage. D'accord, parce que le rallye aérien se fait en binôme obligatoirement. C'est vrai que c'est tellement la base que je ne l'ai pas dit. Et c'est tellement la base, mais oui, effectivement, on est à 2. C'est pour ça que je parlais de travailler en équipage tout à l'heure. C'est vraiment un travail en binôme. Oui, ça se fait à 2. Et la discipline qui se pratique seule, c'est le pilotage de précision. D'accord, alors tiens, en binôme donc sur le rallye aérien, quels sont un peu les postes de l'un et l'autre? C'est défini au sein des règles ou chacun s'organise un peu comme il veut au sein de son cockpit? Alors, en gros, quand on commence, chacun fait un peu comme il veut, mais du coup, clairement, c'est pas efficace. C'est pas efficace du tout. On sait pas, c'est pas du tout organisé. Donc après, moi, j'ai eu la chance, du coup, au niveau de la Fédé, il y a tout un encadrement qui prépare les gens pour faire des compétitions internationales. Donc un encadrement du groupe France, puis de l'équipe de France derrière. Et c'est vrai que quand, avec mon coéquipier de l'époque, ça devait être en 2007-2008, on a intégré ce groupe. On a pu bénéficier d'une vraie méthode, et donc en France, au fil de l'expérience des anciens, s'est construit une méthode qui est plutôt efficace, où là les rôles sont vraiment bien définis, et quel que soit le moment du vol, là chacun sait ce qu'il a à faire, c'est hyper cadré. Et donc en gros, le rôle de pilote en premier, ça va être de piloter l'avion. Ça paraît bête, mais voilà, déjà il pilote l'avion. Et puis il s'occupe vraiment de suivre le trait, le timing. Voilà. Et le navigateur, son boulot, c'est de tracer la nave au début. Et puis ensuite d'apprendre les photos. Donc il y a tout ce petit côté, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans le petit challenge aussi, c'est bien de développer ses capacités de mémoriser les choses assez vite, et du coup savoir quoi mémoriser. Il y a tout ce travail là aussi qui est assez intéressant. Et donc ça, c'est un peu le boulot des deux, mais surtout du navigateur. D'accord, donc clairement défini, les deux ont un job très précis. Voilà. Et dans l'organisation, on a aussi beaucoup de choses qu'on fait à deux ou qu'on cross-check. En fait, comme dans un cockpit, c'est un peu professionnalisant de ce côté-là. C'est pour éviter de faire des grosses erreurs, pour pas prendre de pénalités. On travaille beaucoup à deux quand même. Alors, je vais revenir sur les points de passage et les timings. Pardon. Comment est-ce que c'est défini? J'imagine que c'est pas fait au hasard. Il y a un avion test qui a passé les points et où on s'est dit tel était le passage. Comment que ça se passe sur la définition et l'organisation du temps? Alors tu parles pour le timing. Alors, pour le timing, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'on déclare une vitesse sol. Et du coup, après, c'est un logiciel qui calcule en fonction de la distance les timings. On lui dit, tel avion, il doit passer le point de départ à telle heure, et du coup, il en déduit toutes les horaires de théorique. Ensuite, on nous donne une feuille avec ses horaires théoriques, et on s'arrange pour les respecter. Et les points de passage, alors, sont définis comment? Parce que visuellement, c'est attractif, ou au contraire, à l'inverse, parce que c'est un peu plus dur à déceler, et on se dit, tiens, on va essayer des... Oui, c'est souvent des... Alors, il peut y avoir de tout. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une corrélation qui soit faisable entre la carte et le sol. C'est-à-dire qu'à la base, on regarde la carte. Donc, si par exemple, on cherche un croisement de routes en T, il faut qu'au sol, il y ait 2 routes en T en croisement. Mais par contre, il peut y avoir une 3e route qui n'est pas sur la carte. Voilà, ce genre de petits trucs. Et les points, ça va varier de gros échangeurs autoroutiers, par exemple. Ça peut être des châteaux, des églises, jusqu'à des petits croisements de rivières qui sont plus durs à repérer. Et alors, une question qu'on m'a posée également, est-ce que c'est plus facile
de connaître la région et de faire ce sport dans sa région, et du coup on a les connaissances au sol, ou est-ce que des fois ça peut être plus simple d'être dans une région neutre qu'on ne connaît pas et d'arriver avec un œil nouveau? Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, quand même, quand on connaît, c'est un sacré avantage. Alors, pas forcément pour naviguer, même si au bout d'un moment on connaît. En fait, ce qui aide quand on est dans la région, c'est de faire la corrélation entre la carte et le sol. On a plus de facilité quand on connaît le coin. Et l'autre avantage quand on connaît le coin, surtout, c'est si on se perd. Du coup, on se dit, ah bah non, mais cette ville, je sais ce que c'est ça. Donc, du coup, on se retrouve facilement. Mais sinon, franchement, parce que les repères qu'on va chercher, c'est pas du tout des repères qu'on a l'habitude d'aller chercher en avion. Donc, non, c'est pas forcément. Si on navigue normalement, il n'y a pas de raison. Mais quand on connaît bien le coin, notamment proche, c'est quand même. C'est quand même plus simple. Oui, c'est même indispensable. C'est pour ça que du coup, quand on fait des compétitions sur les endroits qu'on connaît pas, on essaye d'arriver avant pour voler un petit peu sur place, repérer. Ou alors s'entraîner sur Internet en regardant sur Google Earth, on fait en général. Un petit vol de reconnaissance. Voilà. Ça peut arriver qu'on se perde. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et donc c'est pour ça que moi, mon expérience d'être 2, c'est super efficace. C'est-à-dire que celui qui pilote l'avion, il va regarder dans un environnement très proche, et celui qui pilote pas, il va prendre des gros repères, il va trianguler, il va prendre des repères un peu plus loin. Oui. Alors évidemment, il faut qu'il y en ait, mais il y a un vrai travail et il y a toujours le doute. Mais c'est pour ça que du coup, pour ceux qui volent, on navigue au cap et à l'estime, beaucoup, plus cheminement. En fait, c'est les deux mélangés, tout ça mélangé. Mais en fait, si on est tout le temps, c'est pour ça que le timing est hyper important, on est tout le temps en train de dire, on sait à quelle heure on doit être à tel point, on essaye d'être plus ou moins à l'heure. Ça veut dire que si une minute avant, on sait où on est, on sait où on était, une minute après, on est dans une pièce de 2 € en fait, que sur la carte. Donc on ne peut pas être perdu très très loin. Voilà, ce qui se passe souvent quand on se perd, c'est assez simple. On cherche des choses dehors et en fait on pilote plus vraiment le cap de l'avion. Et en cherchant et en regardant dehors, en regardant la carte, on donne une petite inclinaison à l'avion, on change la vitesse, et c'est là où on se perd. Oui. Voilà, c'est souvent comme ça. Mais quand on touche à rien en général, ça marche bien, on se perd moins. Comme d'une façon générale, j'ai l'impression que c'est le... Oui. Moins on touche à l'avion et mieux c'est. Mieux il vole. Est-ce que, d'après toi, ça développe des capacités, le rallye aérien, au pilotage lambda, on va dire, une fois qu'on est sorti de... Est-ce que il y a un lot d'avantages à en tirer en faisant ce sport? Alors, il y a plein de choses. Le premier avantage, je dirais, c'est hors discipline. Ça oblige à sortir un peu parfois de sa zone de confort. Donc, je vais pas parler forcément de tour de piste, mais par exemple, j'ai une compétition à 2 heures de vol dans un coin que je connais pas. J'y vais. De toute façon, j'ai ma compétition. Donc, c'est faire ce vol-là avec une contrainte de temps, donc avec les prises de décision qui vont derrière vis-à-vis de la météo, des choses comme ça. Et du coup, on va gagner en expérience. Et c'est vrai que je sais que moi, après une saison où on a fait des convoyages assez loin en Europe, des choses comme ça, je me sens beaucoup plus à l'aise pour naviguer en France. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis après, il y a la navigation en elle-même. On va chercher quand même de la précision de pilotage, dans la tenue de timing, la tenue de paramètres. Puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi l'atterrissage de précision qui clôture le vol. Il y a aussi ça à faire en plus, qui oblige à se refaire des entraînements, à garder... tu peux toujours s'entraîner. Les deux peuvent être liés. Tu peux faire un rallye de précision et terminer par un atterrissage de précision. Il y a toujours un atterrissage, voire 2. Ah oui, ok. Donc l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est vrai qu'il y a l'atterrissage de précision à la fin. Oui. Donc toujours, ça veut dire que quelqu'un, on va dire, un personnage lambda qui s'entraîne au rallye aérien et au passage de précision, donc sur les points, etc., devra en plus de ça être bon au niveau de son atterrissage, parce que ça viendra le pénaliser également si... Exactement. Et donc, alors ça apparaît à partir des championnats de France. Okay. Avant, il n'y a pas d'atterrissage qui compte. Ok. L'idée, c'est de pas discriminer là-dessus. C'est le petit plus. Et puis, parfois, ça peut faire peur aussi aux aéroclubs parce qu'ils ont peur que les avions soient cassés. Bon, c'est pareil. Non, atterrissage de précision, c'est pas forcément un atterrissage bourrin. C'est un atterrissage normal. Mais on va chercher, donc en rallye. On dessine sur la piste comme un petit porte-avions. Avec et la bande de 0 fait 2 mètres.
de large. Voilà, et après on prend plus de pénalités forcément si on pose avant qu'après le porte-avions. Voilà, et du coup il y a encore des petites pénalités à aller chercher là, mais là franchement ça dépend aussi du type d'avion. Voilà, oui, nous, c'est ce que j'allais dire. Nous on utilise beaucoup des Cessna 152 parce qu'ils ont l'avantage. Pour l'instant, c'est les avions qui regroupent vraiment les meilleurs compromis entre coût de l'heure de vol, la maniabilité quand même, la vitesse, l'aile haute pour bien voir par terre, ça c'est hyper important. C'est hyper important, ouais. Et puis aussi pour l'atterrissage de précision, c'est un avion qui, même s'il fait chaud, va pas forcément allonger. Voilà, en gardant le plan et tout ça, on a la zone de toucher, n'a pas une trop grande incertitude quand on a les bons paramètres. Oui, ce que j'allais dire, nous, le peu d'atterrissage de précision qu'on fait en club, selon l'avion et le pilote, bien souvent, mais n'empêche que selon l'avion, on peut avoir un delta quand même assez énorme. Et est-ce que... Une petite question comme ça qui me vient instinctivement, mais est-ce qu'un avion, comme tu disais, qui est intéressant pour le rallye aérien, peut être aussi intéressant pour l'atterrissage de précision? Alors tu parlais du Cessna. Oui, voilà. Alors là, la plupart des gens sont là-dessus. Après, on va certainement être obligé d'évoluer vers des machines un peu plus modernes. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. On trouve encore assez facilement des Cessna 152 en France. Donc, le problème des ailes basses, c'est l'effet de sol. Alors, il y a des gens qui arrivent très bien. Moi, je connais un très bon pilote d'équipe de France de pilotage de précision qui vole sur des A20 et qui se débrouille vraiment bien sur les atterros de précision. Mais il y a quand même toujours cette petite donnée d'incertitude. Il suffit qu'il fasse super chaud. Un effet de sol. Voilà, l'effet de sol, une piste en dur plutôt qu'en herbe, des choses comme ça qui font que c'est plus compliqué, il y a plus de paramètres à prendre en compte pour être vraiment bien précis sur ces machines-là. Mais après, rien n'est infaisable. C'est pas, ce qui est sûr, c'est que quand on part, quand la fédération envoie des équipages à l'international, c'est sur des Cessna 152 encore aujourd'hui. Ouais, donc on privilégie les ailes hautes, c'est quand même plus simple pour ce type d'activité. Tiens, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type? Demain, c'est journée de rallye aérien. Comment ça se passe? Qu'on ait un petit peu un ordre d'idée de la façon dont ça se passe avec un planning, etc. On arrive le matin, j'imagine. Voilà, on arrive le matin. Donc il y a les organisateurs qui vont vérifier les papiers. Si tout est en règle. Le truc sympa, on rencontre des gens, on retrouve. Franchement, là pour moi, le premier côté sympa, c'est ça. On retrouve des gens quand on rattaque les saisons qu'on n'a peut-être pas vu depuis un an, qui viennent de toute la France. Ouais. Donc c'est avant tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font cette activité pour se retrouver en fait, ou pour rencontrer des nouvelles personnes. On arrive dans un nouveau terrain, dans un aéroclub qu'on connaît pas forcément, on est toujours super bien accueillis, donc ça c'est le premier truc. Okay. Et puis après là ça attaque, il y a les briefings qui vont être dispensés par l'organisateur pour préciser quel vol, on va faire, quelles sont les contraintes liées au terrain, tout ce qui est consigne de sécu et tout. Et puis ensuite, après on a nos heures d'enveloppe, et donc après, avec mon coéquipier, on avait pour habitude de se conditionner à partir de au moins 1 heure avant le vol. Donc nous on se faisait un petit briefing, on est déjà dans le truc. Ok. Parce qu'après ça va très vite. On nous donne l'enveloppe avec toutes les instructions pour tracer la nave, on est déjà dans l'avion tout prêt. Et là après c'est parti quoi. Et après donc là on fait notre vol, et du coup sur une journée on va faire un vol d'1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Et du coup et tout le reste du temps on discute comme tous les gens qui font de l'avion. C'est l'ambiance familiale avant tout. Voilà. Vous avez un aménagement au niveau de l'espace aérien par exemple, pour pas être perturbé par quelque chose, un truc tout con, un mec qui est en tour de piste, ou qui... Non, vous n'avez pas de choses... Ça dépend vraiment des endroits. On va privilégier quand même d'organiser des grosses compétitions sur les endroits où il n'y a pas forcément d'espace aérien associé, donc en classe G, on va essayer de viser ça. Mais après c'est charge à l'organisateur et au gestionnaire du terrain de voir si on met un NOTAM, pas de NOTAM. Et après pour les gros événements, donc exemple il y a 3 ans la France a organisé les championnats du monde de rallye aérien à Mâcon. Oui. Donc là il y avait une ZRT autour du terrain. Là le terrain était fermé pour les gens extérieurs à la compétition, parce que là il y avait quand même 50 machines et ça volait beaucoup, donc là ça aurait été dangereux s'il y avait des extérieurs. Oui, c'est ça, parce que par exemple un truc qui m'est arrivé, un cas concret, en navigation, on est en navigation à 2 et là le contrôleur aérien me dit vous avez un avion, un appareil en face de vous conflictuel dans vos midis.
Et du coup, t'es obligé d'éviter l'avion et du coup, tu te chamboules un petit peu. C'est surtout ça. Est-ce que face à cette situation-là, il y a un degré de latitude ou d'acceptation, puisque forcément, n'importe qui nous va se dire bah non, moi je continue, mon circuit est là, et tu vois, c'est dans ce sens-là. Est-ce que ça peut arriver et être problématique? Alors, ça peut arriver, donc c'est pour ça que c'est hyper important quand on vole en classe golf, même si on fait une épreuve de rallye aérien ou autre, on reste sur un vol local classique où du coup on est censé regarder dehors et assurer l'anti-abordage vis-à-vis des autres machines. Voilà. Alors pour faciliter ça, ce qu'on fait au niveau de la Fédé, évidemment, quand on organise des événements comme ça, on va coordonner avec les services de contrôle aérien, donc les SIV, pour qu'ils connaissent notre parcours, donc en fait qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils fassent l'info à tous les vols. Mais après, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui vole en classe golf sans contact avec personne, il a le droit. Voilà. Après, c'est pour ça aussi que d'être deux, c'est pas mal. Parce que là, ça permet aussi de toujours avoir un œil dehors un peu plus loin que par terre. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres avions dans le circuit. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même une information qui est faite aux personnes des SIV. Bien sûr. Ça, on n'arrive pas comme ça. Ok. J'allais te dire, avant de te donner le mot de la fin, est-ce que tu aurais une anecdote maintenant, donc propre au rallye aérien, qui te serait arrivée? Un truc notoire, pareil, loufoque ou pas, ou ça peut être un cas de figure un petit peu contraignant. Est-ce que tu aurais un petit truc sympa à nous raconter? Pas forcément perso. Alors ce qui arrive, ce qui peut être rigolo en rallye aérien, c'est qu'avec le vent, on peut se retrouver à reculer par rapport au sol. Donc ça est arrivé. C'est-à-dire, explique-nous un peu. Eh bien, en gros, donc nous, on va déclarer une vitesse sol de 70 nœuds. Oui. Et donc parfois, il suffit que tu sois avec une vitesse un tout petit peu plus faible et beaucoup de vent de face et la trajectoire. Donc exemple, alors c'était un championnat du monde en Pologne, un équipage polonais qui s'est pris une très grosse pénalité parce que du coup ils étaient en avance sur un point. Ouais. Vent de face, ils sont mis en montée, du coup vitesse sol très faible, et en fait leur trace sol, du coup ça m'a matérialisé un avion qui recule. Du coup ils allaient à l'envers et ils ont pris le max de pénalité. Ah oui, du coup, donc la mauvaise surprise à la fin, parce que forcément ça dans l'avion tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est pas visuel et après sinon la plupart d'entre nous, alors on a pas mal d'anecdotes sur les convoyages qui sont souvent assez folkloriques, parce que du coup les compétitions elles sont souvent dans les pays de l'Est. On a fait pas donc soit Espagne, Portugal, et du coup c'est des longs vols, et du coup ça a vraiment un côté assez sympa au début. Et moi je me souviens, donc un autre truc, on revenait de Slovaquie avec mon coéquipier de l'époque, là ça fait une dizaine d'années, et là météo pourrie, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de tablette, on n'avait rien, et là en fait c'est ça que j'ai trouvé au final génial. On se pose dans un terrain au fin fond de l'Autriche, personne parle anglais. Puis bon, au final, il y a toujours un resto, quelqu'un qui pourra baragouiner de mon anglais. Donc bref, pour finir, on s'est retrouvé à dormir dans un couvent, je sais pas comment. Et mais voilà, super sympa. Donc avant tout, c'est beaucoup de rencontres en fait. C'est ça qui est super. C'est de la rencontre, c'est de l'aventure. Ouais, il y a là le côté aventure, côté rencontre, et c'est vrai que mine de rien, quand on se retrouve, même avec les pilotes étrangers, au final, on sympathise assez vite. Nos concurrents directs, les Français, c'est les Polonais, et ils sont super sympas. Mais alors du coup, j'allais dire, en rebondissant sur ton anecdote, ça me révoque une autre question. Lors de ce convoyage-là que vous faites, donc, c'est quand même un avantage d'avoir un pilote et un avion IFR quelque part, parce que du coup, tu te évites une contrainte météo. Alors oui, mais non, on n'a pas d'avion IFR, donc même celui qui est pilote de ligne, il fait avec ce qu'il a, donc là, on fait comme n'importe quel vol. Alors c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que c'est des vols VFR plus longs que ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Donc là, on est sur des vols de parfois 12-13 heures. Ouais. Donc, là, c'est compliqué d'expérience de préparer la météo qu'on va rencontrer sur 12 heures. On n'arrive pas à avoir de l'information, donc il faut s'adapter et pas hésiter à se poser. Et puis, moi, ce qui est important, c'est toujours pareil, hein, quel que soit le vol, pas de contrainte d'arrivée. Ouais. Nous, ce jour-là, pour revenir de Slovaquie, on avait mis 2 jours et demi, je crois. Ouais, mais alors pour y aller, par exemple, est-ce que pour y aller, tu peux te dire, écoute, non, là, la météo est incompatible,
finalement tant pis, on pourra pas y aller. Ah, bien sûr, hein, ça arrive quasiment à chaque fois en fait, donc on le sait, hein, ça fait partie un peu ça fait partie du vol. Ça fait partie du vol, voilà. Donc, ouais, je sais qu'une année, j'avais convoyé un avion d'Arcachon au Portugal et j'ai passé, je sais pas, 14 heures coincé à Biarritz parce que ça passait pas. Parce que ça passe pas. Ça passe pas. Du coup, après, on a traversé. Et après, pareil, toujours côté sympa, on s'est retrouvés tous sur le même terrain en Espagne avec d'autres nations. Et puis, du coup, on s'est retrouvés tous là. C'était vraiment sympa. C'est vraiment un esprit familial en fait. Quand je t'entends, on perçoit vraiment ce côté bonne ambiance. Je vais pas le survendre non plus. Il y a cette bonne ambiance, mais après il y a quand même la compétition. Mais Bien ça sûr. qui est bien, c'est que voilà, en dehors, il y a pas de souci. Ça reste quand même voilà, une activité loisir pour la plupart des gens. Mais il y a quand même de l'enjeu et c'est toujours pareil. Il y a toujours ce petit côté en plus quand tu pars voilà, avec l'équipe de France, tu représentes quand même la fédération, il y a quand même un peu cette pression là, donc, et puis aussi c'est bête mais là ça fait quand même quelques années où la France figure quand même bien en résultat, donc il y a toujours un peu ce côté où on a envie de faire aussi bien au moins que ceux qui nous ont précédés, mais donc du coup pour ça on se prépare bien, mais ça veut pas dire que voilà on se tire dans les pattes ni entre nous ni avec les autres d'ailleurs, hein. Oui. C'est avant tout de la recherche de la performance individuelle et après les autres font mieux. Voilà, si à la fin de ton vol t'as fait le max et t'as fait un bon vol, bon bah voilà. Voilà, c'est joué et puis voilà. Exactement, c'est pas comme pour toute compète. Voilà, les autres ont fait. On se bat pas directement contre les autres. C'est pas comme un match de je sais pas, de tennis ou un truc. On se bat pas contre l'autre. Il y a pas cette stratégie là de voilà, on fait le mieux qu'on peut. Il y a un petit challenge. Voilà, on fait le mieux qu'on peut et puis voilà. Et il se trouve qu'en France, quand on applique la méthode et qu'on fait le mieux qu'on peut, ça marche pas mal à la fin. Bon alors, comme quoi cette méthode on la dévoile pas. Ça donnera peut-être envie à certains de rejoindre les équipes de rallye aérien. On pourra en parler, c'est vrai, mais je préfère la garder un peu secrète pour justement cultiver cette envie. À moins que tu aies des tips à nous donner. Non. Après, c'est le seul tip, c'est avant tout de l'organisation. Et puis après, donc du coup, voilà, la transition, c'est de tout le côté préparation. Donc là, moi, du coup, depuis 3 ans, là, j'ai arrêté de faire de la compétition à haut niveau. Donc là, maintenant, j'encadre l'équipe de France là, depuis cette année. Ouais. Et du coup, on est vraiment sur la recherche de la performance. Là, c'est des gens qui, la plupart, savent déjà faire du rallye, mais on va gratter. Voilà, c'est comme le sport de haut niveau. Après, on rentre dans un autre truc où c'est vraiment le côté sport de haut niveau où il faut travailler la préparation mentale, la préparation physique. Voilà, il y a plein de petits paramètres. En fait, c'est que des petits paramètres qui mis ensemble. On se bat contre. Voilà, qu'il faut faire. Parce qu'on se bat contre. On est contre des gens qui techniquement sont très très forts. Donc il faut aligner les planètes pour ça marche et puis qu'on soit compétitif vis-à-vis d'eux, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, cette année on prépare, on a un championnat du monde en Italie qui sera donc début septembre. Donc du coup tu fais un peu plus de coaching, on va dire. Ouais, exactement. T'es un peu plus dans le coaching que sur le terrain. Voilà, depuis cette année, oui. Après c'est un juste retour des choses. Après une quinzaine d'années de compétition, c'est toujours c'est bien de laisser la place et puis aussi il y a le côté continuité, ça reste quand même une structure bénévole. Oui. Donc moi du coup tout ce qu'on m'a appris et tout ce qui a été amélioré, c'est aussi normal que je le transmette à des équipages plus jeunes pour que ça continue, quoi. C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'au bout de 15 ans, est-ce qu'on n'a pas fait un petit peu le tour et au final, comme tu dis, c'est gratifiant de pouvoir coacher et transmettre des choses supplémentaires, voire même affiner les paramètres de certains pour aller les aider à aller encore plus loin et aller chercher le top, quoi. Exactement, c'est un autre challenge. Et puis oui, au bout d'un moment, il y a je le vois là, dans le groupe France cette année, on a intégré 2 nouveaux équipages et on voit qu'ils ont une envie. Ils ont une envie énorme de progresser, parce qu'ils en font que depuis peu de temps et donc ça c'est hyper stimulant, hyper motivant, et du coup on a envie de leur donner plein de tips. Alors pas trop au début, ça fait beaucoup, mais en tout cas pour qu'ils progressent et surtout qu'ils prennent du plaisir, hein. À la base c'est le plaisir de voler, hein. Je parlais du côté ludique, souvent on l'oublie
On en parlait justement, donc on a fait un stage la semaine dernière et on en parlait, on perd un peu, on va chercher à tout optimiser, mais en fait pourquoi on est là ? Voilà, on est là pour se faire plaisir à voler et le côté ludique, voilà, on voit des photos, machin, c'est sympa, voilà, c'est un vol sympa au départ. C'est ce que j'allais dire en fait, est-ce qu'on n'en perd pas du coup ce côté sympathique de voler et se focaliser ? C'est aussi bien de prendre du recul par rapport à ça. Exactement, et c'est vrai que c'est un souci que j'ai eu il y a quelques années, mais comme quoi c'est pas forcément les années où j'étais le plus performant. Ouais. Où on veut faire que voler, que s'entraîner, et puis on oublie un peu, voilà, tu parlais du vol plaisir tout à l'heure, il est important, et je me souviens qu'un jour j'ai pris un avion comme ça, je suis allé voler tout seul sans but, et j'ai réalisé que ça faisait plus d'1 an et demi que je l'avais pas fait. Ouais. Et là je me suis dit bon, voilà, ça on recommencera pas. On va peut-être revenir. Et là, ouais, je me suis dit, voilà, il faut ce vol-là, il faut le faire. Et puis, moi, en tout cas, j'en ai besoin toujours. Ouais. Et puis, la compétition, c'est autre chose. Voilà, on est dans un autre truc. Mais là, on parle vraiment de quand on veut, voilà, faire ça comme n'importe quel sport, au final, à haut niveau. Après, le rallye aérien, c'est pas que ça. On parlait, voilà, pour te donner une échelle. Là, le Groupe France cette année, c'est 5-6 équipages sur les 50 qui pratiquent la discipline. C'est pas non plus, voilà, oui. Ça reste 10%, quoi. Ok. La dernière question avant de te laisser le mot de la fin, c'est aussi une question tradition. Si une personne écoute, j'espère qu'on lui a suscité l'envie de pousser la porte et de venir rejoindre les équipes de rallye aérien. Mais si elle hésite encore, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou quel mot lui dirais-tu pour peut-être la convaincre ou l'aider à franchir le cap ? Alors, pour convaincre, c'est... Voilà, je dirais qu'en premier, c'est s'ouvrir à d'autres gens, rencontrer d'autres fois. Je dirais que c'est avant tout des rencontres. Voilà, le premier truc. Et je parle de ça parce que de mon expérience, en tout cas de club, je pense que les gens qui sont inscrits dans les aéroclubs viennent chercher ça. On vient chercher la petite discussion qu'on va avoir au bar le soir après les vols, ce genre de choses. Ouais. Et donc, comme je disais tout à l'heure, là, quand on fait des week-ends de compète, on va faire 2 vols. Le reste du temps, c'est le bar du club. Bon, moi, ça fait fonctionner le bar. Je te laisse le mot de la fin, Charles. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais rajoutées, des choses dont on n'a pas parlé, des choses qu'on est survolées, sans mauvais jeu de mots, ou tu voudrais approfondir ? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a quand même pas mal parlé de la discipline, donc on est quand même pas allé forcément trop dans le détail. C'est compliqué en plus, sans images. C'est ça. Je dirais juste les gens qui sont un peu curieux. On a la chance en France d'avoir une fédération qui est assez forte. Et du coup d'aller sur les outils web et compagnie, le site internet est vraiment rempli d'informations, et de pas hésiter. Les gens sont c'est des bénévoles passionnés, et donc tout le monde est disponible, donc faut pas hésiter à prendre contact pour avoir plus de renseignements. Si on hésite à franchir le pas, vraiment faut pas hésiter. Il y a des vidéos, pour se rendre compte un peu de ce qu'on attend. Sur YouTube, il y a la FFA a un compte, et dedans il y a des vidéos de présentation de chaque sport aérien. Bon voilà, donc vous savez où aller, quoi faire pour avoir plus d'infos. Bon, une dernière tradition, Charles. Je sais pas si t'as entendu sur les autres podcasts, on a l'habitude de poser les 10 dernières questions. Alors nous, ça nous permet, c'est pareil, il n'y a pas de discrimination, c'est juste que ça nous permet de savoir comment chaque pilote et quelle vision il a. C'est 10 mêmes questions pour tout le monde, que ce soit des pilotes, il y aura des phobiques aussi qui vont venir, donc ça va être un petit peu rigolo. Il y aura des pilotes de ligne, etc. Et ça permet de confronter tout le monde aux mêmes questions. Ça marche. Il y a juste besoin d'un seul mot comme réponse. La première question, en fait je me dis qu'après je vais les inverser, parce que du coup les invités s'y attendent. C'est Boeing ou Airbus ? Airbus. Voltige ou vol promenade ? Voltige. GPS, VOR ou carte ? Carte. Je suis obligé. Moteur, réacteur ou turbine ? Moteur. Ouais. Vent de face ou vent de travers ? Vent de travers. Il est joueur. J'ai encore personne qui m'a dit vent de face. VFR ou IFR ? VFR. Kiss landing ou hard landing ? Kiss landing quand même. Ouais, quand même. Au sol ou en l'air ? Je dirais en l'air, parce que c'est toujours ce à quoi on aspire. Ouais, c'est vrai. Seul ou accompagné ? Accompagné.
Et avec ou sans moteur? Je préfère avec moi. Toi aussi, t'as moins chaud quand l'hélice elle tourne. Exactement. Merci à toi, Charles. Merci pour cette interview et d'avoir parlé de ce sport qui est le rallye aérien. J'espère qu'en face, on a suscité des envies. Comme on vous a dit, n'hésitez pas à pousser les portes des clubs, à vous renseigner et même à regarder des vidéos sur le site de la FFA. Ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'on attend de vous. Et comme le disait Charles, au final, on retient quand même qu'il y a un gros côté plaisir et famille dans ce sport. Merci encore à toi. Merci à toi, Nicolas, et puis longue vie à Pilote Podcast. Ah bah on va essayer. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça me fait plaisir chaque jour de voir ces podcasts qui augmentent. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez. Ça aussi, ça nous fait plaisir et ça nous encourage à continuer. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain podcast. Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler.